vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, s'il vous plaît. Oui, pardon. On est de retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois Non, mais et dis donc, Elisabeth mais tu te Lévy. Ménibus, toi. Absolument. Ménibus. Ah bah, il y a une influence sur moi, je vous dis même pas. Une bonne, j'espère. C'est un peu bizarre, toi. Ça se discute. Ok, je la prends cette bonne guerre, allez-y. Il y a 4 ans, le mouvement des Gilets jaunes éclatait partout en France, un mouvement social contre la hausse des prix des carburants et pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'inflation est au plus haut et le prix de l'essence explose. Le mouvement des Gilets jaunes pourrait-il renaître? Et vous êtes 79% à dire oui sur Twitter. On attendait Priscilla Ludowski, elle n'est pas arrivée. On va commencer le débat avec vous, les vraies voix. Tour de table, tiens, Philippe Bilger, ça pourrait redémarrer les Gilets jaunes? Alors, j'ose à peine dire que je serais heureux de les voir revenir. Pour une raison simple, c'est que j'ai le sentiment, et je mets à part la dégradation du mouvement des Gilets jaunes avec les violences. Mais la source initiale, je l'ai beaucoup aimée. C'est tout de même la protestation de la misère de la classe considérée comme médiocre, qui était négligée, de la France des tréfonds contre la France de l'élite. Là où j'ai entendu mes amis dire tout à l'heure lors de la pause que c'était peu probable qu'on ne pouvait pas prévoir des mouvements, il me semble tout de même que ça n'est pas impossible pour la raison suivante, c'est que en réalité, les Gilets jaunes n'ont pas donné toutes les conséquences qu'ils pouvaient donner. Et donc, après tout, est-ce qu'ils ne pourraient pas revenir pour achever précisément le processus? Elisabeth Lévy. Priscilla Ludowski vient d'arriver. Moi, Elisabeth. très vite. D'abord, je pense effectivement, vous savez, vous connaissez cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé le 13 juillet 89? Rien. Donc, c'est-à-dire, c'est très difficile de prévoir les mouvements sociaux. Quand on regarde les éléments factuels, par exemple, les zones à faible émission, ça devrait effectivement mettre cette France dans la rue. Alors, juste pour reprendre sur le mouvement, comme ça, on va débattre avec Priscilla. Au début, c'est un mouvement de gens qui veulent vivre de leur travail. C'est ça, c'est-à-dire beaucoup de petits patrons, qui ne vivent pas, ou de salariés qui n'arrivent pas à vivre de leur boulot. Et c'est un problème récurrent dans notre pays et très grave. Parce qu'il y a énormément de gens qui, avec leur salaire, leur revenu, ne peuvent pas nourrir leur môme et sont dans la survie. Les travailleurs pauvres. Et c'est cela. La partie, moi, qui m'a un peu laissé, je dois dire, plus dubitative, c'est la remise en cause de la démocratie représentative. Et j'avais ici débattu avec Étienne Chouard qui m'expliquait que et même la remise en cause de la notion d'élite. C'est-à-dire, je me rappelle, il m'avait dit, il y avait la question d'Airbus, je ne sais plus pourquoi à ce moment-là, il me dit, mais n'importe qui peut diriger Airbus. Non, je ne crois pas. Et je me rappelle aussi, je crois que c'était Cyril Hanouna disant à des Gilets jaunes qu'il avait reçu, ouais, vous êtes bien meilleurs que tous ces énarques. Je n'aime pas cette démagogie. C'est-à-dire que c'est pas parce que des gens diplômés ont échoué que le diplôme est en soi une mauvaise chose. Voilà, la méritocratie, ça existe, et j'avais trouvé que dans une partie des... C'est très difficile de parler de ce mouvement, parce qu'il était très multiforme. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai soutenu, ce mouvement, jusqu'au bout. C'est-à-dire, comme d'ailleurs, les Français, c'est intéressant de voir, si on reprend toutes les enquêtes, hormis toute la partie violence, Black Bloc, qui était absolument insupportable, insoutenable pour qui que ce soit. Mais en tout cas, le cœur. Eh bien, le cœur, en fait, les Français, jusqu'au bout, sont restés fidèles quand même à ce mouvement, parce qu'ils captaient exactement. Et puis, les CRS que les Gilets jaunes avaient en face d'eux le samedi et les samedis après-midi, et bien souvent, c'était des gens... Ils se comprenaient très bien parce qu'ils galéraient, ils avaient les mêmes galères, etc. Donc, je rejoins ce que pense Elisabeth. Je sais que Philippe n'est pas d'accord avec nous. Je ne crois pas qu'on puisse dire. D'ailleurs, nous étions là, dans ce studio, le samedi où on démarrait les Gilets jaunes, et nous étions tous sidérés. Il y avait Philippe Bilger, il y avait moi. Nous étions sidérés de l'ampleur à la fin du samedi. On faisait les comptes, on se disait, mais finalement, on n'a rien vu arriver. Donc, vous vous souvenez bien, vous parlez du 13 juillet, mais vous vous souvenez, la une du Monde, la France s'ennuie avant le démarrage de mai 68. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Priscilla Ludowski, aujourd'hui, d'abord bienvenue, merci d'être avec nous. On fête forcément un anniversaire. Donc on fait un espèce de retour en arrière, on regarde le pouvoir d'achat, on regarde le prix d'essence, et on se rend compte qu'il y a 4 ans, ça nous paraissait déjà inimaginable. Là, on a passé, on est à 2 € du litre. En fait, rien n'a changé, quoi. Ou empiré. Oui, pour le prix de l'essence. Oui, tout à fait, rien n'a changé, et ça m'étonne pas vraiment que rien n'ait changé. On n'a pas vraiment eu de réponse politique réelle en face, si ce n'est
grand débat qui n'a pas donné lieu à quoi que ce soit, puisque les cahiers de doléances sont toujours pas exploitables du point de vue des chercheurs qui ne peuvent pas exploiter ce qui a été numérisé, parce que voilà, les méthodologies n'ont pas été respectées pour que ça le soit. Donc du coup, on fait un grand débat qui n'en est pas vraiment un. Ensuite, on a la Convention citoyenne où il y a eu des gens qui ont été sélectionnés, enfin en tout cas tirés au sort plutôt pour travailler sur un certain nombre de mesures qui n'ont pas été prises en compte dans leur totalité. Enfin, du coup, il reste des choses, mais non, rien n'a vraiment changé. Puis en plus, on se recoltine le même président. Ouais. Donc voilà, on risque pas d'aller en s'améliorant. Qui a été élu, hein. Oui, bon. Oui. Et élu est un grand mot quand on sait l'état de la démocratie en France. Qui pour la deuxième fois, laissez-moi s'il vous plaît avancer, qui pour la deuxième fois a été classée démocratie défaillante. C'est pas moi qui le dis. Donc pour un certain nombre de raisons, notamment le recul des libertés publiques, individuelles, pardon. Donc moi j'entends parler de démocratie. Oui, il y a le sujet de la démocratie représentative et participative. Beaucoup de gens ont revendiqué le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, les assemblées citoyennes et d'autres types de dispositifs qui permettent de participer davantage aux prises de décision publiques. Certains ont un rejet profond, c'est une réalité, mais je pense que c'est dû aussi au manque de confiance, à la défiance, etc. Mais j'entends une crainte des personnes qui défendent la démocratie représentative, et moi j'ai envie de parler de complémentarité. Voilà, l'un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'il y a une manière, même souvent de manière très locale, on peut exercer une participation citoyenne, on peut inviter les gens à travailler avec les locaux, les élus locaux. C'est pas incompatible. Et quand ça se fait déjà. Hein, ça se fait déjà. Oui. Et voilà. Et quand il y a une forte demande, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en place avec les habitants. Donc voilà. Vous parlez même des budgets participatifs à Paris. Vous allez rigoler là, vraiment. Il y a certaines méthodologies à respecter. Si elles ne le sont pas, ça c'est autre chose. Je voulais dire, j'ai travaillé beaucoup avec quelqu'un à qui ça tenait à cœur, Ségolène Royal. Je vous rappelle que moi, le budget participatif en Poitou-Charentes, c'était cette somme qu'on donnait chaque année aux enfants, aux jeunes, pour qu'ils en fassent quelque chose, etc. Et ben, c'était quand même formidable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais ça ne va pas à l'encontre, absolument pas à l'encontre de la démocratie représentative. Philippe, le micro. Est-ce que, paradoxalement, les Gilets jaunes ont échoué d'une certaine manière à cause de ce qu'ils avaient de nouveau? Je veux dire par là que le pouvoir des Gilets jaunes, vous ne l'avez pas voulu classique. Il était éclaté en plusieurs personnalités, de sorte que ça pouvait donner l'impression, même au pouvoir que vous contestiez, d'une forme de désordre. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement cette conception du pouvoir trop originale que vous avez eue, qui a interdit d'obtenir des résultats? Je pense d'une part que lorsque... alors oui, il y a eu plusieurs formes. La forme digitale d'abord, puisque mobilisation digitale avec la pétition, et puis inédite sur les réseaux sociaux quand même, faut le dire. Ensuite, une autre forme sur le terrain assez originale qui est celle d'avoir investi les ronds-points. C'est quand même pas commun d'aller sur des ronds-points. Puis ensuite, les manifestations. Et quelque chose dont on ne parle pas souvent, ce sont les différentes assemblées citoyennes qui ont eu lieu partout en France où les gens allaient débattre entre eux, ce qui n'est pas commun. Donc je pense que oui, tout ça, c'est un foisonnement de plein de choses qui ne sont pas habituelles, qui ont d'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas vu venir ce mouvement, y compris les syndicats qui ont été étonnés de voir émerger un mouvement, alors que ce sont quand même eux parfois qui sont le poumon des contestations internes dans les organisations et dans les entreprises en général. Et donc oui, je pense que ça a causé un certain, peut-être au-delà d'un étonnement, je pense que ça a créé aussi une crainte. De ne pas savoir comment gérer ce type de mouvement qui était multiforme. Ensuite, est-ce que ça aurait dû s'organiser politiquement? Peut-être. Moi, je ne regrette pas ça parce que je trouve que ça a permis à beaucoup de gens de s'exprimer, notamment beaucoup de femmes qu'on n'entend pas beaucoup, notamment des personnes âgées qui sont même sorties manifester dans les rues, notamment des classes qui sont dites aisées et qui n'ont pas l'habitude d'aller dans la rue mais qui se sont manifestées pour leurs petits-enfants et leurs enfants. J'ai trouvé que ça a permis de démontrer un certain nombre de choses qui étaient dénoncées par des associations et qui n'avaient pas été entendues jusque-là, y compris des syndicats. En matière Est-ce que ça a causé du tort aussi? Oui. Il faut le dire. Pardon Priscilla, j'ai deux questions en fait. La première, c'est à Paris, on a vécu ces manifestations les unes après les autres. Moi, j'habite dans le centre de Paris. Ça m'a posé personnellement aucun problème. Parce que des manifestations sans parcours, sans autorisation, donc c'était un bazar total. Mais j'avais parlé avec beaucoup de vendeuses, si vous voulez, qui perdaient leur salaire samedi après samedi parce qu'elles ne pouvaient pas bosser. Donc ça, c'était quand même un problème. Et la deuxième chose, j'ai envie de savoir, vous justement, puisque... Vous avez été quand même une des figures qui a émergé, Philippe, ce qui n'était pas si facile, hein, parce qu'on coupait beaucoup les têtes qui dépassaient aussi. Et j'avais envie de savoir pourquoi vous, dans le fond, je me rappelle très bien votre engagement, vous êtes une femme intelligente, brillante, pourquoi vous n'avez pas finalement poursuivi dans la politique d'une façon ou d'une autre? Ou peut-être l'avez-vous fait d'ailleurs. Non, je rigole parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Peut-être l'avez-vous fait d'ailleurs. Non, je pense comme j'ai entendu là-dessus. Voilà, il y a quelques temps. Voilà, il y a vraiment pas longtemps. Je ne vais pas m'étaler parce que les gens ont déjà entendu la réponse, mais juste rapidement, simplement, je considérais que je n'étais pas suffisamment outillée
premièrement, parce que voilà, c'est pas mon chemin. C'est très élégant de le dire, en tout cas. Donc, parce que d'autres n'ont pas les mêmes scrupules. Vous savez, quand on se compare, on se console. Enfin, personnellement, j'aime bien savoir de quoi je parle. Donc voilà, j'ai voulu un minimum outil. Ce sera jamais le parcours d'une personne qui a fait 3-4 ans d'études, mais voilà, j'ai participé à des formations pour qui enseignent la pratique politique, monter une campagne, se financer, etc. Et puis ensuite quelque chose de beaucoup plus profond sur comment faire de la politique autrement, avec de l'éthique, etc. C'est quand même extraordinaire. J'adore ça. Si les députés avaient un dixième, beaucoup de députés de la conscience que vous avez, quand même, ce serait bien. Voilà, donc c'est la première. Moi, je tiens quand même à saluer Priscilla Ludowski, de dire que finalement, les Gilets jaunes aussi, ce mouvement a fait naître aussi des personnalités, a permis aussi à des gens de se construire. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Oui, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens aussi qui se sont outillés très localement, où ils sont allés au municipal ensuite. Moi, c'était pas mon chemin. Je comptais pas aller dans cette direction. Je l'exclus pas aujourd'hui, mais c'était pas ce que j'avais pour objectif. Et sur la première question, sur un peu le bazar, le fait que dans le micro. Parce que sinon, on vous entend pas. Mais je l'ai déjà posé en fait. Donc, alors, je considère que les violences qui ont eu lieu, elles ont. Je parle pas que des violences. Alors, j'y viens. Donc oui, ça a évidemment causé du tort. Il y a pas de sujet là-dessus. Pour ce qui est du désordre ambiant général, je pense qu'il reflète la colère des gens et je pense que ça va aller en s'aggravant. En fait, en réalité, on me demande souvent est-ce que le mouvement des Gilets jaunes va revenir. Il y a beaucoup de mobilisation encore sur les ronds-points, enfin beaucoup c'est un grand mot, mais des gens qui se mobilisent sur les ronds-points tous les samedis, il y a encore des manifestations à Paris, on n'en parle pas, vraiment, déclarées d'ailleurs, et d'ailleurs même celles qui étaient en 2019 étaient déclarées, après il y avait de la désobéissance en sortant du parcours, mais c'était déclaré, et en réalité oui, ça a créé du désordre. Alors on a cru aussi que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait que des gens qui étaient au chômage, qui avaient le temps, non, il y a aussi des chefs d'entreprise dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des gens qui ont des petites PME, il y a des gens qui étaient salariés, et en fait, d'un côté on avait les salariés qui se mettaient en difficulté financièrement pour aller aux manifestations, et puis ensuite physiquement lorsqu'elles étaient blessées, et de l'autre côté des salariés dans les entreprises qui étaient empêchés. Alors c'est un peu ce qu'on voit quand on a les blocages là récents qui ont eu lieu, c'est des gens qui veulent aller bosser, qui ne peuvent pas y aller. Priscilla, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a quelque chose, je ne parle pas de parti, on ne va pas faire de politique, moi je suis sur l'échiquier à gauche évidemment, d'autres sont à droite. Non, et vous non plus, je ne savais pas que Philippe Bigard était de droite, mais bon, je serais pas venu. Est-ce que vous voyez un débouché, objectivement? Est-ce que vous pensez que ce pouvoir a gagné ou s'est aggravé en termes de surdité, par exemple? Oui, je pense qu'il s'est aggravé. Moi, je trouve difficile de ne pas entendre de reconnaissance des personnes qui ont été blessées. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de gens blessés et je rappelle que parmi toutes les personnes qui ont été mutilées, je précise, qui ont été mutilées, n'ont pas été inquiétées par la justice, n'ont pas été poursuivies par la justice. Donc elles n'étaient pas dans des postures d'attaque des forces de l'ordre. Donc elles devraient au moins être reconnues comme des victimes de ce mouvement social. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc il n'y a jamais eu un seul regret. Voilà, il n'y a pas eu de excuse. Exactement, ça n'a jamais été exprimé. On peut redonner les chiffres, Priscilla, parce que c'est la plus grande honte. Je crois qu'on a 24 et 30. 24-30 personnes qui ont éborgné et il y a eu des poursuites de fonctionnaires de police. Oui, mais il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu d'excuses au plus haut niveau. Tu comprends ce que je veux te dire? La France a été la honte vraiment de l'Europe et du monde dans son maintien de l'ordre. Je suis désolé de le dire. Je sais que ça te plaît pas. Après, on connaît les dysfonctionnements qu'il y a eu dans la police et même j'ai déjà discuté avec des personnes qui sont dans les forces de l'ordre. Certaines étaient contre ce mouvement, d'autres étaient totalement en soutien et disaient mais nous aussi on a des difficultés, on a des collègues qui se suicident, on a des difficultés pour travailler, etc. On ne nous entend pas. Donc les difficultés étaient partagées. Et sur la récupération par la nuance, parce qu'à un moment on a vu de toutes parts. Comment? De toutes parts, il y a eu la récupération. La première c'était l'extrême droite. Si ça t'ennuie pas, ça t'ennuie pas. Quand je pose une question, j'aimerais bien pouvoir la poser. Donc moi j'ai été dans les manifs, d'accord, et j'ai vu à un moment les mélenchonistes sont entrés en masse dans ces manifs. Je l'ai vu. Je veux dire, honnêtement, les premiers, ça a été c'est le Rassemblement National. Les premiers, réellement. Moi, je l'ai vécu très rapidement au tout début. Cette tentative de récupération, c'était très gênant d'ailleurs. Merci beaucoup, Priscilla Ludowski, gilet jaune de la première heure et présidente aujourd'hui de la Ligue citoyenne. Fondatrice. En tout cas, vous irez loin, ma chère, j'espère. Elle est déjà pas mal. Regardez, elle est sur Sud Radio déjà, c'est bien. Elle est même arrivée jusqu'à nous. Maintenant, il faut aller jusqu'au palais. Malgré les embarras parisiens. En plus. Allez, vous restez avec nous dans un instant, c'est le quiz de l'actu. C'est mon premier quiz avec François. Non mais attention, si elle gagne, je me barre. Et cassez-vous tout de suite, à tout de suite.